Salut à toutes et à tous, bienvenue en Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires, à travers vos artistes. Cette semaine, je vous propose d'embarquer dans la cité du corsaire Jean Bart. Bienvenue à Dunkerque. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Alain Daudier, auteur de bande dessinée, il va nous parler de son jeune détective que l'on connaît bien, Jérôme K, Jérôme Bloch. François Rollin, c'est la chronique ciné de Simon Barbarie. Il nous fait rencontrer le fameux professeur Rollin. Plein d'autres surprises, plein d'autres rencontres ici à Dunkerque, notamment un tête-à-tête avec Charles Compagnie qui va nous évoquer son quotidien avec sa troupe Tazoa. Mais tout de suite, nous allons à la rencontre de la scène Mustapha, ancien danseur de hip-hop. C'est le grand organisateur d'un événement ici à Dunkerque qui regroupe des danseurs de hip-hop du monde entier. C'est parti! Bonjour la scène. Bonjour. On est ici au Chez Avin. C'est un lieu que tu connaissais avant de venir aujourd'hui pour l'émission? Je suis venu il y a quelques jours pour visiter pendant une répétition de spectacle. Mais c'est vrai que je l'ai découvert récemment. Voilà, alors le Chez Avin, on l'explique aux téléspectateurs, c'est un lieu fermé au public, normalement, qui est ouvert pour Dunkerque, capitale régionale, 2013. Dunkerque, c'est ta ville ou tu es originaire juste d'à côté, toi? Grande-Synthe, exactement. Voilà. C'est juste à côté, ça fait partie de l'agglomération dunkerquoise, mais c'est Grande-Synthe. Grande-Synthe, le code postal 59 760. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure dans l'interview, puisque c'est aussi le nom d'une association. La scène, est-ce que tu as des souvenirs même très lointains liés à la danse? Oui, lorsque j'ai commencé, moi, à danser, mais bon, mes références à l'époque, c'était HIP, HOP, c'était Michael Jackson. Bonjour, les frères et sœurs. Aujourd'hui, je parle comme un ascenseur. J'ai besoin de ça pour prendre de la hauteur. C'est les deux choses qui m'ont fait découvrir la danse, en fait. Donc HIP, HOP, c'était Sydney. Sydney, exactement. Émission culte des années 80. Ouais. D'ailleurs, c'était étonnant parce qu'on n'a plus eu d'émissions comme ça sur le hip-hop, sur l'arrivée du rap et des musiques underground. Toi, tu te souviens des premiers pas? Comment c'est venu? Tu dansais chez toi? Ça s'est passé comment? Ah ben, les premiers pas, c'était imitation, c'est-à-dire imiter ce qu'on voyait à la télé, donc ce que présentait Sydney, puisqu'il présentait un mouvement de danse à chaque émission, et imiter Michael Jackson, toutes les mimiques, voilà. C'était capter le clip qui allait passer à la télé, on avait quelques minutes pour repérer et essayer de le travailler tout seul dans sa chambre. Alors on le disait tout à l'heure, tu es originaire juste à côté de Dunkerque, Grande-Synthe, 59 760. Tu as repris ce code postal pour l'association. Cette association, c'est pour quoi? C'est pour aider ces jeunes qui veulent faire du hip-hop, qui veulent faire de la danse, c'est bien ça? Et comme tu le disais, c'est aussi transmettre? Oui. Alors au départ, c'est nous aider nous-mêmes déjà au départ, puisque quand on a fait l'association, on était très jeunes et c'était l'identité, donc identité grand-saintoise. Donc tout de suite, on a donné ce nom-là à l'association et l'objet au départ, c'était vraiment créer une structure, exister pour pouvoir avoir des lieux, pouvoir au fur et à mesure même proposer des prestations. Donc ça, c'est entre nous, entre jeunes, et avec l'évolution, avec l'âge, on a commencé à enseigner avec le soutien justement de la ville de Grande-Synthe, à donner des cours, à proposer aux jeunes des déplacements, parce que c'est aussi la difficulté, c'est aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc au départ, juste dans l'agglo, après au niveau national et international. Donc ça a aidé parce qu'on a rencontré énormément de gens, et après, donc développer notre projet hip-hop, qui est pour nous un médium, un outil, mais sur plusieurs secteurs, puisqu'on maintenant on travaille sur la photo, sur la vidéo, sur la musique, sur la création. Donc c'est très large et ça s'est fait naturellement avec l'évolution aussi de chacun et les capacités et les compétences de chaque bénévole de l'association. Tu évoques le fait d'emmener les jeunes voir ailleurs, ce que tu as fait toi aussi à nombreuses reprises, mais je sens quand même un fort attachement local. Tu es resté ici, dans cette région, dans ce département, autour de cette ville de Dunkerque. C'était pour toi aussi important de développer ta passion ici? Oui, exactement. Au niveau local, que ce soit dans Grande-Synthe, Dunkerque ou Nord-Pas-de-Calais, il y a un gros réseau dans hip-hop et même en hip-hop en général. Dans la culture aussi, le développement culturel. Et encore une fois, je reviens au nom de l'association, c'est vraiment l'attachement au niveau local. C'est aller à l'étranger, loin, pour revenir et nourrir et développer ses propres actions. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin de Lille, on n'est pas très loin de Paris.
Mais Dunkerque reste quand même, allez, on va dire, c'est devenu une référence du hip-hop. Alors, c'est vrai que là, avec, on va dire, B-Boy France, qui est le championnat de France qu'on a mis en place à Grande-Synthe depuis 2007, on nous dit souvent c'est la petite ville sur la carte de la France, mais une grande ville sur la carte de la danse hip-hop. Et là, avec le mondial de la danse hip-hop, alors là, c'est la capitale mondiale. Il y a quelques semaines s'est déroulé un événement majeur pour Dunkerque 2013. C'est ce World Dance, je le dis mal. Hein. World Street Dance. Voilà. Comment tu as réussi tout simplement à organiser un tel événement mondial ici à Dunkerque? C'est plusieurs paramètres. Tout d'abord, je pense que l'historique 2007 avec création du championnat de France B-Boy France, donc qui nous a permis de créer un réseau au niveau national, puisqu'au fur et à mesure de nombreuses qualifications se sont créées en région. Donc on a pu tisser un réseau avec de nombreux passionnés de la danse hip-hop. Deuxièmement, c'est une team qu'on appelle la team BBF qui regroupe les vainqueurs de chaque édition, qui a pu et qui encore rayonne au niveau international lorsqu'elle représente la France. Donc on a pris contact aussi avec de nombreux danseurs étrangers. Et après, le soutien capitale régionale de la culture, parce que avoir le soutien de cette capitale, c'est aussi donner les moyens techniques, humains, financiers. Et notamment Jean-Paul Noël, qui est un peu le responsable de la capitale régionale de la culture à Dunkerque, qui a fortement soutenu ce projet dès le départ et qui a cru en nous. The World Street Dance, c'est un aboutissement pour toi ou c'est justement une nouvelle aventure qui débute? Non, on va dire c'est une nouvelle aventure, puisque les danseurs, pour eux, c'est une énorme rencontre tous les ans. Et aussi, c'est qu'on est déjà sollicité par différents pays pour créer le World Street Dance, que ce soit au Brésil, au Maroc, en Russie, et que ça continue à se développer. Alors dis-moi, aujourd'hui tu transmets ton savoir et ta passion, mais tu as arrêté de danser complètement? Non, je transmets encore, je donne des cours de danse, mais ça reste personnel. C'est pour vrai, ça te manque pas? Si, de temps en temps, on va dire, mais c'est vrai qu'il faut du temps et on ne peut pas tout faire en même temps. Donc ça reste, maintenant, c'est plus un loisir personnel, quoi. Bon, écoute, merci à toi, la scène, en tout cas. Merci à toi. Et vive le hip-hop alors. Vive le hip-hop. Merci. On continue de découvrir des lieux tout à fait insolites ici à Dunkerque. Vous m'avez vu tout à l'heure sur le pont de ce 3-mâts, la Duchesse Anne, un bateau allemand de 1901 offert à la France après la défaite de la Seconde Guerre mondiale. Mais on va continuer maintenant nos explorations artistiques. Il est humoriste, scénariste, acteur. Le professeur Rollin a répondu aux questions de notre grand spécialiste, Simon Barbary. All set? Let's go. C'est dans sa maison en banlieue parisienne que François Rollin nous reçoit. Originaire de Dunkerque, l'humoriste a quitté très tôt le Nord. S'il ne garde que des bribes de souvenirs de cette région, comme à son habitude, François Rollin a forcément quelque chose à nous dire sur sa ville natale. Puisque j'ai grandi là-bas de l'âge de 0 à 6 ans, quand je suis à Dunkerque ou dans les villes environnantes, quelque chose d'indicible fait que je me sens un petit peu chez moi. C'est la silhouette, le timbre des voix, le look des gens, le fond de l'air. C'est tout ça qui probablement fait que je me sens moins dépaysé qu'à Montpellier ou à Béziers. Diplômé d'école de commerce, journaliste au quotidien Le Monde, François Rollin a mis quelque temps à trouver sa voie, celle de l'humour. C'est à la fin des années 80 que son talent explose au grand jour. Il participe à la création des Guignols de l'info. On lui doit notamment la célèbre boîte à coucou. Allez, une! Ah, coco! C'est aussi l'époque de la série Palace et de son incontournable Professeur Rollin. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Vous l'avez entendu comme moi, le maître d'hôtel a employé il y a quelques instants l'expression « lever une gonzesse ». Attention, dans certaines régions, cette expression ne signifie pas séduire une femme, mais soulever une nana
à l'aide d'un treuil ou tout autre appareillage coûteux. Les gens qui, comme moi, s'amusent avec la langue française ne sont nullement offusqués, contrairement à ce que beaucoup croient, que d'autres la parlent moins bien ou la tordent ou la retournent dans tous les sens. Au contraire, c'est un jeu, elle est faite pour ça. Vous savez, Claude Agege le disait très bien, il n'y a pas un niveau de langage qui soit meilleur que l'autre. Le mieux, pour un gamin, c'est de lui apprendre à pratiquer plusieurs niveaux de langage. Voilà, de ne pas se scléroser, ni dans celui de la cité, ni dans celui de l'université. Bon, juste une chose, c'est pas moi qui l'ai rédigé. Mettons que j'ai supervisé les grandes lignes. Donc, c'est un peu formel, vous vous alarmez pas, essayez de vous concentrer sur l'essentiel. Quel est votre espace favori pour vous exprimer? C'est la scène, c'est le cinéma, la radio? Dans quel vous vous sentez le plus à l'aise? La scène. L'endroit où on est le plus libre, puisque à la radio, même sur la radio la plus gentille, même sur France Culture, et vous avez quand même un ou deux intermédiaires qui vont vous dire « Ah oui, vous voulez parler de ça? Oui, ben nous peut-être... » Ou alors, vous ne voudrez pas parler d'autre chose. Enfin, donc maintenant, ce qu'on vous dit, c'est pas, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça, les gens ne le recevront pas. Ça, c'est segmentant, ça ne marchera pas. Sur une scène de théâtre, vous rentrez et vous dites ce que vous voulez, sur ce que vous voulez, pendant le temps que vous voulez, comme vous voulez. La seule chose qui peut vous menacer, c'est que le public vous vire. Parmi les nombreuses inégalités qui subsistent dans la France d'aujourd'hui, il en est une que l'on ne dénonce jamais. C'est l'inégalité des citoyens devant la longueur de leur nom et de leur adresse. Vous savez, l'activité de one man schist, je ne sais pas comment s'appelait, mais comment appeler ça, mais cette expression-là, le théâtre, c'est avant tout, et notamment dans le domaine humoristique, c'est avant tout un humanisme. Il y a de ces inégalités qui... prend ça en pleine figure, quoi. Moi, tous les gens avec lesquels j'ai travaillé sont des humanistes, qui sont sur des registres éventuellement très différents, mais ce sont des gens dont le but principal n'est pas de faire de l'argent, n'est pas d'être connu et de rentrer gratuitement dans les boîtes de nuit, dont le but principal est d'essayer de faire reculer la barbarie et avancer la civilisation, fût-ce d'un demi-millimètre. Allez, allez-y. Attention! Aussi bien Jean-Jacques Vanier que Jean-Marie Bigard, que Pierre Palmade, que Guy Carlier, j'en oublie, il y en a une vingtaine d'autres. À chaque fois, c'est une aventure agréable de rentrer dans leur univers. Lorsqu'un autre ou une autre me demande, le plaisir, c'est pas de lui fourguer des fonds de tiroir, c'est justement de rentrer dans son univers à lui, avec tout ce qu'il a de singulier, de particulier, et même tout ce qu'il a de différent du mien. Vous êtes très demandé par les humoristes, vous pensez vous représenter une valeur sûre dans l'humour? Alors, force est de le croire, puisque effectivement, on me demande beaucoup, même beaucoup plus que vous ne l'imaginez. C'est un plaisir, en plus, c'est un plaisir de voir que je suis demandé par des gens que j'aime plutôt bien. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une volonté de ta part de tirer la couverture un peu, je ne sais pas. Voilà, ok. Dans l'écriture ou dans la mise en scène, le professeur Rollin a toujours quelque chose à nous apprendre dans cet exercice qu'il connaît bien, faire rire. Je vais donc, au cours de cette conférence, vous rappeler quels sont les 9 principes comiques essentiels afin que vous puissiez par la suite, à tout moment, juger à coup certain de ce qui est drôle et de ce qui ne l'est pas. Une sorte de professeur de l'humour maintenant. En fait. Non, et je m'en garde bien. Du reste, personne ne peut dire pour que ce soit drôle, il faut faire comme ça. Je sais qu'il n'est pas toujours facile d'adopter l'attitude adéquate, notamment lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient ou non de rire. Il y a 2 phrases que j'aime bien, c'est la mienne qui est « on peut rire de tout pourvu que ce soit drôle », qu'il faudrait peut-être d'ailleurs transformer « on peut rire de tout pourvu que ça vous fasse rire ». Merguez, rire. D'accord. Et je crois que Benoît de Lépine, encore lui, a tout dit quand il a dit « on ne peut rire que de tout ». C'est-à-dire que, évidemment, que si le rire connaît une limite, il n'est plus le rire. Il est justement fait pour être en totale liberté. Je suis désolé de montrer un peu les dents, mais je crois que vous aviez besoin d'une petite mise au point. Merci, professeur Rollin. Dunkerque, c'est Jean Bart, le corsaire, la mer du Nord évidemment. Et c'est aujourd'hui le 3e port maritime de France. Et il y a un musée portuaire où nous sommes, où vous pouvez découvrir au jour le jour des reconstitutions, des maquettes magnifiques, tous les métiers liés à la mer. On va quitter ce milieu maritime, on va aller à la rencontre de Charles Compagnie.
Comédien, metteur en scène, il va nous parler de sa troupe, la troupe Tadzoa, et de son lien particulier avec le nord de la France. Charles, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. On est ici au Fort des Dunes, au lieu de la fin du 19e siècle, la Seconde Guerre mondiale. Ça ressemble un peu à un théâtre, ce qu'il y a autour de nous. Est-ce que ça pourrait être une source d'inspiration? Ça pourrait même être un théâtre, ça pourrait même être un lieu de représentation. Nous, avec Tadzoa, on a l'habitude de jouer n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. On ramène notre affaire, on met de la vidéo, des écrans et tout. Donc on pourrait très bien jouer ici avec un grand plaisir parce que c'est un lieu chargé. Et donc il va nourrir aussi les interprètes. Alors qui j'ai en face de moi aujourd'hui? Est-ce que c'est le metteur en scène, le directeur de compagnie? L'acteur, c'est qui? C'est les trois. Pour moi, les trois vont de pair. De par ma formation, je suis d'abord comédien. J'ai fondé Tadzoa en 2007, donc je suis surtout, on va dire ça, directeur artistique. Et puis de ce fait, effectivement, c'est moi qui suis le concepteur des projets de la compagnie, mais je suis très bien accompagné d'une équipe pluridisciplinaire, donc avec Johanna Klaas qui s'occupe de la partie chorégraphique et Bénédicte Allouin des Digital Vandal de la partie vidéo. Et en plus, on a un régisseur qui s'appelle François Cordonnier qui est très important puisque effectivement, on aime pouvoir jouer n'importe où. Alors vous me le dites, vos trois personnalités, facettes sont les mêmes, mais j'imagine qu'il y a des émotions différentes. Être un jour comédien ou directeur de troupe, c'est différent, non? C'est tout à fait différent. Là, par exemple, pour le projet qu'on fait dans Dunkerque 2013, je suis à 100% à la direction du projet. Je ne peux pas du tout être au plateau parce que c'est trop prenant. Et effectivement, je me rends compte que depuis 2 ou 3 ans où je m'occupe essentiellement de mise en scène, ça commence à me manquer un petit peu de faire du plateau et de rentrer dans un personnage. Mais bon, voilà, je suis ravi de la manière dont s'est déroulé le projet. Donc, je suis très content aujourd'hui d'avoir abouti à ce travail. Alors je reviens à 2007, naissance de Tadzoa. Tadzoa, ça vient d'où déjà? Tadzoa, c'est du grec ancien. Ça veut dire les animaux et plus largement ce qui est vivant. Il y a la fameuse règle de grammaire grecque qui s'appelle Tadzoa trekei, les animaux courent. Et donc effectivement, il y a tout ce qui est vivant, ce qui nous permet à nous de ne pas nous cantonner à un seul genre ou à une seule discipline. Et c'est aussi les animaux qui sont au plateau puisque nous sommes des corps vivants, animaux, et qu'on cherche aussi cette relation instinctive au public à travers notre travail. Justement, ce côté instinctif, c'est vraiment le théâtre comme vous l'imaginiez avant et comme vous l'imaginez aujourd'hui? Disons que quand on a fondé Tadzoa, il y avait ce désir d'être sur des formes pluridisciplinaires. La vidéo est très vite arrivée dans notre travail avec la rencontre avec Bénédicte Allouin. La danse était déjà présente d'une histoire qu'on avait déjà auparavant avec les Mandragores, avec Johanna Klaas, Éléonore Lemâtre, Julie Araguin, des gens qui font partie des différents projets qu'on peut avoir. Par contre, cette histoire instinctive, c'est ce qui fait la chair du plateau. Donc on ne se débarrassera jamais de l'acteur. Voilà, quelle que soit la forme, l'installation, le lieu, on ne se débarrassera jamais de cette relation privilégiée qu'il y a et qui procède, encore un mot grec, de la catharsis, qui est très importante au théâtre, c'est-à-dire la capacité à la communauté rassemblée de s'identifier au personnage ou à l'histoire pour pouvoir dépasser les conflits, etc. et rentrer dans un territoire de guérison grâce au théâtre. On est ici, pas très loin de Dunkerque. J'ai l'impression qu'il y a vraiment en vous ce nord de la France, dans votre ADN. On peut dire ça, ma famille est de Dunkerque. Le projet qu'on a développé dans Dunkerque 2013 est né aussi de plusieurs conversations que j'ai eues avec des personnes de ma famille, mon oncle notamment. Et de ce fait, comment dire, la digue du Brec, c'était un endroit où depuis très longtemps j'avais envie d'aller filmer.
quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi, ça s'est construit petit à petit. Et après la conceptualisation de cet objet digue du break, il y a eu le pendant qui a été le boulevard du break. Donc aujourd'hui, on a d'un côté le film qui est très festif, qui est un hommage au carnaval, qui est aussi un outil mémoriel puisqu'il fait référence à un film qui date d'il y a pile un siècle. Donc avant les 2 guerres mondiales, on peut y voir le film, dans le film on peut y voir Dunkerque avec, comment dire, ça ressemble vraiment à une ville flamande du 19e siècle. Et puis de l'autre côté, la digue du break, c'est vraiment l'histoire pour moi du 20e siècle, c'est-à-dire les traumatismes inhérents à la guerre, aux 2 guerres mondiales, la bataille d'Angleterre, et puis derrière cette coupure qu'on a créée en mettant toute l'industrie sur le littoral, où effectivement aujourd'hui il y a 4 villes qui sont entièrement coupées par une bande d'entreprises qui sont à la fois des sites Seveso et une centrale nucléaire et bientôt un terminal méthanier. Et donc il y a quand même quelque chose dans le territoire qui est très chargé, qui procède de mon ADN, parce que aussi effectivement cet endroit, moi la digue du break, ça a toujours été un lieu de ressources, de rechargement, de contemplation. C'est un endroit que je trouve très poétique par la friction qu'il y a entre les éléments. Par rapport à tout l'espace qu'il y a et l'écoute qu'on a sur cet espace, je trouve que c'est super solitaire et calme. J'ai l'impression d'être nourri par cette ville. Cette envie de filmer, c'est l'envie de garder une forme de mémoire de ce que vous créez au quotidien et qui parfois justement ne fait partie que d'une mémoire visuelle, sonore, des gens qui viennent vous voir et se dire tiens, on a envie que ça reste un peu plus. C'est pas tout à fait ça. Cette envie, c'est d'abord l'émotion moi, que j'y ressens, que j'éprouve quand je suis sur la digue du break, qui est quelque chose de très méditatif, très contemplatif et en même temps très fort parce que c'est puissant. Voilà, c'est puissant. C'est un endroit qui est chargé avec cette industrie, avec cette mer complètement ouverte. La mémoire, après, c'est une autre histoire. C'est celle de ma famille, c'est celle de la ville. Et donc, ça n'est pas inhérent qu'à moi. Donc, le fait d'aller filmer là-bas, comme je disais tout à l'heure, je ne savais pas ce qu'on allait y faire. Simplement, il y a eu quelques films qui ont été tournés depuis quelques années, des grosses productions. Il y a eu Clapiche, il y a eu Romain Gavras qui sont venus tourner sur la digue du break. Et moi, j'y trouvais pas mon compte parce que je ne me retrouvais pas dans ce que moi, j'avais comme émotion sur la digue du break. Donc, on a décidé à un moment d'y aller, de faire à notre sauce. Et on a filmé notamment un travelling avec 5 danseurs qui exécutent des chorégraphies et des improvisations en hip-hop. Et c'est quelque chose qu'on a inséré dans notre spectacle et qui, à chaque fois que je le revois, me fout vraiment les poils. Ça me bouleverse, encore une fois, et ça me dépasse. Voilà, je crois que c'est un endroit qui nous dépasse, qui dépasse même les gens qui y vont pour aller se baigner l'été, parce que le danger, même si on en a conscience, on en fait abstraction, parce que c'est un endroit qui, quoi qu'il en soit, reste quand même un peu chez nous. Voilà. Mon Charles, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour le soleil. Merci à vous. Le fameux soleil de Dunkerque. Alors, encore une fois, je pense que c'est moi, mais à chaque fois qu'on a tourné depuis le mois de janvier, on a toujours eu du soleil. Ouais, comme quoi. Voilà, donc il n'y a pas de secret, il faut sortir la caméra pour qu'il fasse beau. Bon, d'accord. En tout cas, merci. Culture T, vous le savez, c'est plein d'aventures, de rencontres artistiques différentes. Hétéroclite, c'est vraiment ce qu'on aime conjuguer. Direction maintenant l'atelier d'Alain Daudier, auteur de bande dessinée. Ça fait plus de 30 ans qu'il nous abreuve des histoires de Jérôme K. Jérôme Bloch, son petit détective parisien. C'est parti. Drop it. C'est pas moi qui le fais parler, je crois que c'est lui qui me représente en fait. C'est lui qui parle pour moi. Il y a fort lien, effectivement. Je le ressens notamment sur cette histoire-ci, où cette histoire a nécessité de faire un montage alterné avec des retours dans le passé de personnages secondaires. Donc ces planches où sont absentes Jérôme, mon personnage, et Babette, sa fiancée. Et je vous avoue que ces planches sont très difficiles à dessiner pour moi. Et dès que Jérôme revient dans l'histoire, je respire, je me sens mieux, je me retrouve chez moi, parce que c'est le vecteur, c'est mon héros, dans tous les sens du terme. Et c'est lui c'est mon ambassadeur, c'est lui qui parle pour moi.
ce sont des histoires contemporaines. Par définition, le contemporain, il n'y a rien qui change plus vite, puisque quand j'ai commencé en 1981, ça n'a plus grand-chose à voir, le contemporain de l'époque, avec le contemporain de 2013. Donc finalement, si on y réfléchit bien, je change tout le temps. Tous les ans, une nouvelle histoire, tous les 16 mois pour être exact, une nouvelle histoire fait que j'aborde de nouveaux sujets et de nouveaux décors. Je suis une sorte d'auberge espagnole qui satisfait tout à fait mon besoin de changement en fait. Et lorsque ce personnage a été créé, Jérôme Bloch, un détective privé destiné à vivre des aventures, lorsqu'on démarre, finalement, on ne se fait pas d'illusions. On dit bon, on va faire un album ou deux, puis c'est bon. Et 30 ans plus tard, je ne suis pas mécontent d'avoir situé ça à Paris, parce que, vous savez, pour renouveler au bout de 24 albums des idées d'histoire, je pense, je m'excuse auprès des Dunkerquois, mais le territoire n'aurait pas suffi, quoi. Les cadavres dans le placard sont plus faciles à cacher à Paris qu'à Dunkerque. Il y a moins de placards à Dunkerque. Donc, j'ai bien fait. Finalement, il y a quand même 2, 3 histoires où le personnage vient faire une petite incursion, puisque quand même, il est originaire de Bergue. Vous savez, le choix des lieux, le choix des décors vient toujours après l'idée. Donc je ne peux pas dire, je vais faire une histoire sur Dunkerque, maintenant il faudrait que je trouve une idée. Et en fait, à chaque nouveau projet, une fois que j'ai terminé une histoire, j'en entame une nouvelle, je recherche une nouvelle idée, et là je me dis, celle-là, elle va se passer à Dunkerque. Franchement, ça fait 30 ans que ça dure. Et malheureusement, l'idée que je trouve ne cadre pas avec l'endroit, ou très peu, ou simplement pour quelques scènes, ici, dans cette histoire-là. La scène finale se passera à Bergue. Mais une histoire entière sur Dunkerque, je n'ai pas encore trouvé. C'est bientôt la fin de votre émission Culture T ici à Dunkerque. Je me trouve actuellement dans l'un des halls alloués à l'association Fructose, association née en 2008 et qui permet à de nombreux artistes, quel que soit leur domaine, d'être accueillis, de pouvoir se développer et ensuite d'être présentés au grand public. Autour de moi, une exposition de photos sur les différents métiers de la marine, des photos que vous pouvez retrouver dans les différents ouvrages des éditions Leitmotiv. Les ouvrages, les beaux livres, c'est votre dernière séquence Culture T. Dans la chronique Beaux livres cette semaine, les éditions Favre rendent hommage dans une monographie à l'artiste protéiforme Daniel Loradour, le peintre et scénographe au rayonnement international. On y découvre sa peinture fortement inspirée par la transparence et le clair-obscur, mais aussi ses nombreuses scénographies pour le théâtre, le cinéma ou encore l'opéra. Un grand théâtre, une comédie, un studio et un restaurant. Depuis 100 ans, le Théâtre des Champs-Élysées accueille des manifestations et des artistes du monde entier. Pour célébrer cet anniversaire, un livre présentant de façon chronologique l'histoire des lieux avec des centaines d'archives de l'époque. Une édition aussi disponible sur iPad avec 3 heures d'archives vidéo et audio. 2 occasions pour redécouvrir un lieu mythique de la culture parisienne et internationale. Gainsbourg, Gainsbar, tel le phénix, 20 ans après sa mort, renaît sur le papier glacé aux éditions Premium. Dans ce coffret numéroté à 1000 exemplaires, de nombreuses photos du photographe Pierre Terrasson qui met en lumière la personnalité hors du commun d'un Serge Gainsbourg toujours magnétique. Les éditions Fay nous plongent dans l'une des histoires traditionnelles les plus connues en Chine, les 3 royaumes. L'histoire vous plongera au IIe siècle, lorsque l'Empire en plein déclin éclata sous les coups de boutoir des seigneurs de la guerre. Le coffret réunit 30 petits ouvrages, près de 4000 pages pour une lecture tout à fait enthousiasmante. La trilogie d'Arthur de Pin s'est enfin réunie dans une intégrale à la marche caustique. La marche du crabe, c'est l'histoire de ce crabe de l'estuaire de la Gironde qui ne peut pas changer de direction et qui doit rester inexorablement sur la même ligne droite. Mais un été, 3 crabes vont se rebeller. C'est le début d'une grande révolution aux éditions Soleil. C'est la fin de votre émission Culture T ici à Dunkerque. Si vous voulez plus d'infos sur les coulisses de l'émission, les artistes qu'on rencontre, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec mon profil et celui de Public Sénat. Tous les jeudis matins, c'est ma chronique Coup de cœur, bande dessinée, dans Métro, le vendredi sur téléloisirs.fr. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T.